on va avoir une autre caractéristique que les catégories verbales. Parce que si vous avez les temps verbaux, mais les verbes là, il s'agit de quel genre de verbes qui sont pris à l'imparfait, au présent de l'indicatif ou un truc comme ça. Les verbes par excellence de la description de façon générale, du portrait de façon spécifique, ce sont les verbes d'état. Donc, vous allez la plupart du temps avoir les verbes d'état. Voilà. Il y a un type de verbe assez fréquent, les verbes de perception. Les verbes qui indiquent une idée de ressenti, de percevoir, c'est-à-dire une perception interne. Quand on dit « elle se sentait triste », voilà, ou elle donnait l'impression de... Vous voyez, c'est vous qui êtes là et vous imaginez que ce que la personne ressent. Et ce que la personne ressent en fonction du fait que ce soit une douleur, une joie, un bonheur, la personne vous affiche un état d'être. Et cet état d'être-là va vous fixer des caractéristiques qui vous donnent en ce moment un texte produit. Donc les verbes d'état, quelques verbes de perception, n'est-ce pas, de perception, tels que, on va mettre en parenthèse, sentir, ressentir. Vous voyez, ces genres de verbes-là permettent de faire un portrait. Elle se sentait abandonnée. Ah, elle se sentait abandonnée, elle est décrite. Ou son portrait est fait sur le champ. On dit elle se sentait abandonnée. On n'arrive pas à voir cela, mais on a montré comment est la personne en fonction de le ressentiment qu'il présente. Donc voilà, en termes de catégories verbales, les verbes d'état paraissent sembler. Or, à la place de « elle se sentait abandonnée », elle paraissait abandonnée. Elle avait l'air d'être abandonnée. Voilà, elle devenait, en fonction du complément, le verbe qui sied la plupart du temps dans les verbes d'état, c'est eux qui sont. Elle était abandonnée. Voilà, ça donne un état, dans un état abandonné. Mais elle ressemblait à, elle n'était pas tout à fait trop abandonnée, ou elle avait l'impression d'être abandonnée. Ces genres d'expressions-là vous permettent de faire ressortir, n'est-ce pas, les catégories verbales et la plupart du temps à l'imparfait. Donc, après les catégories verbales, parfois vous avez les adjectifs, ou disons, ce n'est pas parfois, vous avez maintenant les adjectifs. Ah, les adjectifs qualificatifs, qu'est-ce qu'on peut mieux utiliser pour qualifier à part un adjectif? Donc, vous avez généralement les adjectifs qualificatifs qui se particularisent de deux ordres qu'il faut noter. Les adjectifs qualificatifs appréciatifs, c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs qui ont le sens positif, qui apprécient, ou ceux dépréciatifs. Voilà. Donc, vous avez les adjectifs qualificatifs qui sont appréciatifs et les adjectifs qualificatifs qui sont dépréciatifs en termes de... Au fait, pour parler de tout ce qui est forme, couleur, etc., voilà. Donc, rond est un adjectif qualificatif. Ça va dépendre de qu'est-ce qui est rond. Ça va être une appréciation ou ça va être une dépréciation. Voilà. Longue est un adjectif, par exemple, de forme aussi. Voilà. Ou de présentation, en gros, d'une taille comme ça, voilà, d'une forme. Mais ça va dépendre de ce qui est long. On dit son nez était long ou ses oreilles étaient longues. Vous voyez, cet adjectif qualificatif-là, en fonction du contexte d'emploi, d'appréciatif, il bascule dans dépréciatif. Bref, c'est un peu cela, la manipulation qu'il faut faire en termes, n'est-ce pas, de lexique qui intervient plus dans la description. Et il n'en demeure pas moins que aussi, vous avez un lexique de comparaison. Voilà. C'est fréquent, le lexique de comparaison. Et ça doit vous permettre de partir
un peu en vocabulaire. Nous avons vu ce que c'est que les métaphores, les comparaisons, et maintenant des outils corrects, même précis pour pouvoir faire une comparaison, tels que comme, pareil, etc. Vous voyez, l'ensemble de ces genres de mots-là, ce sont eux qui renvoient au lexique de comparaison la plupart du temps, pour pouvoir faire un portrait. Parce qu'on a envie de mettre en relief tel que, vous voyez dans cette phrase, à l'âge innocent, quand les petites filles noires ne portent qu'une touffe de cheveux au sommet de leur crâne rasé. Donc, Maïmouna était radieuse, un teint clair d'ambre, des yeux de gazelle. Vous voyez qu'il y a une métaphore ici. On essaie de rapprocher les yeux de Maïmouna à des yeux d'un animal tel que la gazelle, qui a eu la particularité d'avoir des yeux qui sont beaux, dont on dit parfois yeux de gazelle. Ça ne trahit pas un peu l'humeur de celui dont on parle. Sinon, ça aurait été peut-être un autre animal. Vous allez voir, le lexique de comparaison allait tomber dans une sorte de contexte de dépréciation, voilà, etc. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et vous avez aussi, c'est important, les adverbes. Les adverbes, tels qu'ils sont, ils se définissent. L'adverbe est un mot qui vient préciser le sens d'un mot qui peut être un adverbe. Ça peut être un adjectif qualificatif ou bien ça peut être un autre, c'est-à-dire un verbe. Voilà. Donc, très gros, vous voyez que ici, gros a été rendu encore, on donne l'idée de ce gros-là d'une autre manière à cause de la présence de l'adverbe très. Donc voilà le lexique qui intervient la plupart du temps dans la description en tant que ses caractéristiques et dans notre cas plus précisément dans le portrait en tant que caractéristique de ce type de texte-là. Et pour terminer, nous avons dans les caractéristiques du portrait-là l'orientation. Regardez, l'orientation, n'est-ce pas, c'est l'ordre dans le portrait. Ça nécessite une précision. C'est l'ordre, voilà, dans le portrait. Voilà. L'ordre dans le portrait, c'est ce qu'on appelle l'orientation. Donc, le portrait, nous allons le mettre ici. Voilà. Peut partir, n'est-ce pas? Le portrait peut partir du physique, voilà, vers le moral. Voilà. Le portrait peut partir, si vous voulez, du haut du sujet vers, si vous voulez, en griffe comme ça, vers le bas. On peut décider de faire le portrait de quelqu'un, son portrait physique en partant peut-être de sa tête jusqu'à ses pieds ou de ses pieds jusqu'à la tête, d'accord, du haut vers, etc. Si c'est un espace, un objet, c'est encore plus précis dans la description d'une maison. Vous pouvez décider d'aller de l'intérieur de cette maison vers l'extérieur, ou de l'extérieur à l'intérieur, de la toiture au sol, ou du sol vers la toiture, ou des contours de la maison à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire dire comment les murs sont, etc., qu'est-ce qui est placardé sur le mur, et dire ce qui est dans la maison, ce qui est disposé dans cette maison. Bref, le portrait doit surtout pas être mélangé. Faire le portrait de quelqu'un en parlant tantôt de ses orteils, on va à ses cheveux, de ses cheveux, on parle de sa gentillesse, on va vers ses doigts. Vous voyez, le chevauchement qui est là n'est pas de nature à donner une bonne qualité à une production de portrait. Voilà pourquoi il y a un certain ordre à respecter et on terminera par dire et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous pouvez aller du portrait physique vers le portrait moral ou du portrait moral vers le portrait physique. Du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, tel que c'est fait ici dans le cas de notre texte. Quand on a fini de faire le portrait de Maïmouna, vous allez vous rendre compte que l'auteur continue en disant « De son portrait moral, que dire, mon Dieu ?» Point d'exclamation. C'était une fille sans caractère défini, presque sans pensée, rieuse, insouciante.
Vous voyez que maintenant, il est en train de faire le portrait moral. C'est un auteur qui a décidé d'aller du portrait physique de Maïmouna vers son portrait moral. Parce qu'il a commencé par dire qu'elle était radieuse, un teint clair, les yeux de gazelle, une bouche trop petite, mais sa poitrine encore nue se bombait d'une harmonieuse façon, etc. Vous voyez, on décrit Maïmouna physiquement et par la fin, pour finir, on dira de son portrait moral, que dire? Mon Dieu, c'était une petite fille, sa mère pauvre l'habillait. Vous voyez, tout ce qu'on va dire ici maintenant sont des éléments liés au portrait moral. Alors, cher ami, voilà qui nous permet de mettre fin, n'est-ce pas, à la découverte des caractéristiques du texte descriptif et spécifiquement ici du portrait. Du portrait qui ne doit pas être un texte du genre où on peut faire un fourre-tout. Il faut faire un projet d'écriture. Vous allez comprendre, introduction, développement et conclusion sont des aspects non négociables dans toutes les rédactions. Alors, voilà. Antérieurement, vous aviez découvert dans la lettre qu'il y a aussi une introduction, une partie de développement et une conclusion. Vous découvrez ici qu'il y a une partie d'introduction, un développement et une conclusion. Mais avant, dans les séances antérieures, nous sommes passés par le texte narratif où nous avons vu qu'il a une situation initiale qui est l'équivalent de son introduction. Un développement ou une situation intermédiaire, une situation de milieu comme ça, et une situation finale qui met fin au texte narratif ou au récit. Ici aussi, c'est la même chose. Il faut tout faire pour toujours faire ressortir chaque étape avec ses différentes caractéristiques. Et nous allons peut-être exceptionnellement nous donner un cas pratique pour ce cas de texte-là, où je vais vous proposer peut-être le portrait de quelqu'un. Voilà, et nous allons suivre ensemble ce portrait-là comme étant, par exemple, une manifestation, un modèle de tout ce qui est raconté tout de suite là dans le cas d'un exercice pratique.